Alors, juste après le passage de la loi en 2016, avec plusieurs chercheurs et de nombreuses associations, on a mis en place une enquête qui a duré 2 ans et donc on a publié les résultats en 2018. Cette enquête, voilà, qui a impliqué beaucoup de personnes, portait vraiment sur l'impact de cette loi pour les personnes concernées, donc pour les personnes faisant le travail sexuel. Et donc, en résumant, enfin, on avait beaucoup d'éléments à dire, mais si on peut résumer, on peut dire d'abord que la plupart de nos enquêtés étaient opposés à la pénalisation des clients. Donc ça, c'était un élément important, c'est qu'en fait, elles trouvaient que ça n'améliorait pas du tout leur vie, voire ça rendait leur vie, donc pas seulement les conditions de travail, mais aussi leur vie quotidienne beaucoup plus compliquée. Par exemple, 63% de ces personnes enquêtées ont considéré que leurs conditions de vie s'étaient aggravées. Alors forcément, ça a entraîné moins de clients, moins de revenus. Ça a souvent entraîné, ce qu'elles nous ont souvent raconté, ça a souvent entraîné d'une part la baisse des prix des services, d'où la baisse du niveau de vie, mais aussi le fait que beaucoup acceptaient des pratiques qu'elles n'auraient pas acceptées avant. Donc en fait, dans la loi, un des arguments de la loi, c'était de dire si on criminalise le client va être dans une situation de rapport de pouvoir en sa défaveur. Et en fait, les entretiens nous ont montré que ça s'est pas du tout avéré. La réalité, c'est que les clients faisaient en fait beaucoup plus pression sur les travailleurs et travailleuses sexuelles pour les obliger, pour les pousser à accepter des pratiques qu'elles ne désiraient pas. Ou bien les pousser à baisser les prix en leur disant bah oui, mais moi je prends un risque, en fait je peux être arrêté par la police, donc voilà, toi tu peux faire aussi un geste en échange, ou bien vous, hein, des fois, vous voyez. Euh, donc voilà, donc en gros, les conditions de travail, les conditions de vie se sont plutôt dégradées. Euh, donc on observe chez 78% des travailleuses du sexe une baisse des revenus, donc un appauvrissement des personnes. Et en fait, ce qui est plus inquiétant, c'est que cet appauvrissement, il est également vrai pour les personnes les plus vulnérables qui, en général, ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain cette activité. Et donc, ce parcours de sortie de la prostitution qui était proposé, j'y reviendrai tout à l'heure sur les critiques qui ont pu être faites et sur les aspects positifs, hein, il n'y a pas que du négatif. Mais en fait, ce parcours de sortie de prostitution, il prend du temps et les personnes, elles n'ont pas les moyens toujours d'arrêter du jour au lendemain. Et donc, c'est souvent les personnes les plus précaires hein, qui ont vu leur situation de vie devenir très compliquée. Autre élément extrêmement important, c'est que beaucoup des personnes nous expliquent qu'elles prennent plus de risques. En fait, les violences ont augmenté. Elles prennent plus de risques parce que, à nouveau, les clients sont pénalisés, criminalisés, et donc le travail soit est plus caché. Donc les personnes continuent à travailler dans la rue pour rencontrer des clients, mais de manière plus cachée, dans des lieux plus éloignés, dans des lieux plus sombres. Et donc dès que les personnes vont travailler dans des lieux plus sombres ou plus reculés, il y a moins de solidarité, il y a moins de personnes autour pour réagir en cas de violence. Ça pousse aussi certaines à beaucoup circuler dans différentes villes de France pour essayer de travailler mieux. Et là, ça entraîne aussi une perte de contact avec les associations qui peuvent les aider, qui peuvent voilà, les accompagner en cas de violence, mais aussi pour les questions de santé, de prévention des risques liés aux différentes maladies et aux contaminations. Donc voilà, et ce qu'on observe aussi, autre élément un peu lié à ça,
c'est que, donc à la fois, autre élément, à la fois lié à l'insistance des clients, au rapport de négociation avec les clients qui n'est pas en la faveur des travailleurs sexuels, et aussi lié à leur éloignement des lieux de solidarité, c'est que beaucoup de femmes disent qu'en fait, elles se protègent moins bien, qu'elles utilisent moins le préservatif, soit parce qu'elles ont besoin de travailler et que du coup elles acceptent des pratiques non protégées, soit parce que il y a plus de négociations pour certaines pratiques et entre autres les pratiques non protégées. Ce qui apparaît pas ici dans notre enquête à ce moment-là, mais qui s'est confirmé par la suite, qui était déjà un petit peu présent en 2018, c'est que il y a beaucoup de personnes porteuses du VIH qui en fait perdent contact avec leur médecin parce qu'elles circulent plus, parce qu'elles ont moins de moyens et ne suivent plus leur traitement, alors que voilà, ce sont des traitements vraiment importants contre le VIH. Autre élément, c'est que les relations avec la police ne se sont pas améliorées, alors qu'a priori, la loi présentait ces personnes comme des victimes, donc des personnes à être protégées par la police. Et en réalité, alors là, c'est assez général, les relations avec la police ne se sont pas améliorées. Ça ne veut pas dire que les relations avec la police ne sont jamais bonnes, hein. Dans certains cas, en cas de violence, certains services de police suivent très très bien les affaires, accueillent bien les personnes. Mais en fait, les premiers contacts avec la police, en particulier tout ce qui est contrôle dans la rue, là, les relations ne se sont pas améliorées. De manière générale, au-delà de notre enquête, qui est parue en 2018, de manière générale, ce qu'on observe, c'est un passage accru de l'espace public, donc du travail en rue, vers l'espace en ligne, donc la prise de contact via des petites annonces sur Internet, ce qui est en soi n'est pas forcément un problème, mais qui en fait, en fonction du profil des personnes, peut être un problème. Donc des personnes qui étaient dans la rue parfois étaient plus proches de leur réseau de solidarité, donc elles peuvent perdre cette proximité-là et ce soutien-là. Après, elles peuvent le recréer hein, via des groupes WhatsApp, via divers groupes sur les réseaux sociaux pour garder des formes de solidarité. Euh, mais par exemple, ce qui est inquiétant, c'est que ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas seulement les travailleuses sexuelles qui se plaignent en fait parfois de ce passage un peu obligé sur Internet parce qu'elles peuvent plus travailler dans la rue à cause des contrôles de police, mais c'est qu'en fait certains services de la police se plaignent aussi parce que le passage sur Internet, ça rend plus difficile leurs enquêtes. Ils sont moins en contact avec les travailleuses sexuelles qui pouvaient éventuellement les aider dans certaines enquêtes d'exploitation et de trafic des êtres humains. D'autre part, ce qu'on observe aussi, c'est qu'en fait, cette loi qui criminalise les clients est souvent utilisée par certains services de la police, non pas pour protéger les personnes, mais en fait pour faire travailler sur la tranquillité de rue. Donc en fait, la police répond aux demandes des mairies qui souhaitent qu'ils interviennent pour repousser la prostitution hors de certains quartiers. Donc en réalité, cette loi n'est pas toujours utilisée aux fins pour lesquelles elle avait été prévue, à savoir protéger les personnes qui seraient en situation non désirée de prostitution. Donc ça, c'est une des premières remarques. Les autres remarques, c'est que le parcours de sortie de prostitution, hein, j'avais dit que j'allais en parler un petit peu plus, le parcours de sortie de prostitution il y a un an, les derniers chiffres d'il y a un an, profité à 564 personnes. Donc 564 personnes, pour l'essentiel des femmes, 6 sous trans, quelques hommes. Sachant que les estimations, alors je vous donne quand même les chiffres, mais en fait les chiffres, c'est toujours les mêmes depuis des années. On ne comprend pas pourquoi ils ne changent pas. On ne comprend pas trop comment ils sont construits, mais on parle souvent du fait qu'il y aurait à peu près 40 000 personnes en France qui pratiqueraient des services sexuels, qui vendraient des services sexuels. Donc voilà, donc 564 personnes, c'est très peu.
Bien sûr, dans ces 564 personnes, il n'y a pas de Françaises, il n'y a pas d'Européennes, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt pour les Français ou les Européennes avoir recours à ce parcours de prostitution, parce que l'aide financière est en dessous d'autres formes d'aide financière qu'elles peuvent obtenir pour changer d'activité. Donc voilà, donc c'est intéressant uniquement pour les migrantes. Et alors, point positif, c'est que un certain nombre de migrantes qui ont participé et qui ont obtenu ce programme et donc obtenu un permis de résidence en France, même provisoire, sont quand même très contentes. On est quand même sur des profils de personnes qui souhaitent arrêter la prostitution, qui en souffrent, qui sont parfois victimes de trafic, de traite des êtres humains et qui n'ont pas réussi à obtenir la reconnaissance de victimes de trafic des êtres humains, donc qui s'orientent vers ce programme-là. Donc, pour ces personnes-là, c'est très bien, mais comme on peut le voir, ça n'a pas bénéficié à beaucoup de personnes. Pourquoi? Entre autres parce que le parcours est assez restrictif, il est long, c'est des processus assez longs, assez lourds. Il faut être soutenu par une association. Cette association doit défendre votre dossier devant une commission. Donc, toutes ces procédures assez lourdes ont été beaucoup critiquées, donc ça va peut-être changer. Elles ont été beaucoup critiquées, en particulier par des associations qui, en fait, font de l'accompagnement et de l'aide à la réorientation des personnes se prostituant depuis longtemps et qui le faisaient à moindre frais, de manière plus souple, avec moins de contrôle. Donc, voilà, il y a une critique sur ce processus lourd et très contrôlé. Il y a aussi des critiques qui sont faites sur l'application très différente dans les différentes régions de France et certaines régions où les commissions ont été très discriminantes, voire racistes, dans le traitement des dossiers des immigrés demandant à participer au parcours de sortie. Entre autres, et donc là c'est vraiment le point de vue des travailleuses sexuelles et travailleurs sexuels, il y a vraiment le sentiment que ce parcours de sortie, il vient renforcer une sorte de division entre les bonnes et les mauvaises femmes. Les bonnes et les mauvaises travailleuses du sexe, ou en gros celles qui veulent pas participer au parcours et qui veulent pas arrêter, sont les mauvaises femmes de mauvaise vie, comme on dit en français. Donc voilà, un renforcement des stigmatisations. Et donc je voudrais conclure là-dessus, à savoir que je pense que les grands échecs évidents de cette loi, il y en a deux. Le premier grand échec, c'est que les violences visant les travailleuses du sexe ont plutôt augmenté que diminué. Voilà, il y a eu plusieurs meurtres au cours des dernières années, dont un des meurtres qui, de manière évidente, est lié à cette loi, à savoir que c'est une femme dans un des boîtes près de Paris qui s'était opposée à des jeunes qui venaient racketter en fait les clients en leur disant je vais te dénoncer, etc. Et que cette femme qui en avait marre de voir ces agresseurs venir voler les clients, empêcher leur activité, a été assassinée par ces agresseurs. Donc là, on a un lien évident entre la loi et des violences. Les femmes chinoises se plaignent également très, très régulièrement d'être repérées sur les applications, et je pense qu'il n'y a pas que elles, d'être repérées sur les applications et d'être victimes de vols violents quand les agresseurs savent qu'elles ont accumulé chez elles pas mal d'argent et que ces agresseurs se disent, bon, de toute façon, elles ne vont pas aller porter plainte parce que il y a une loi qui interdit la prostitution, même s'ils ne savent pas trop qui est criminalisé. Mais en tout cas, ça crée une forme d'impunité. Et cette impunité, elle n'a pas diminué et les violences n'ont pas diminué à la suite de cette loi. Deuxième grand échec de la loi. Le deuxième grand échec, c'est que la stigmatisation n'a pas diminué non plus. Alors, ça veut dire non seulement ce type de vol violent, de meurtre, etc., mais en fait, dans la vie de tous les jours, et les entretiens en 2018 le montraient déjà très bien,
les insultes de rue, voilà, le mépris, à l'égard des personnes qui font ce travail n'a pas du tout diminué, et donc ça veut dire que l'image, qui devrait être selon la loi une image de victime et cetera, mais même au-delà de ça, l'image de personnes qui parfois font ce choix-là ou font leur travail de manière professionnelle, et ben, il y a une très, très forte stigmatisation qui a plutôt augmenté depuis la loi et pas diminué. Voilà, pour, donner une image, assez pessimiste de l'impact de cette loi française, depuis 2016. Et oui, en fait, j'oublie un troisième élément, qui est quand même central, et donc je pourrais conclure là-dessus. Le troisième élément central, c'est qu'on n'observe pas une baisse du nombre de personnes, qui, se prostituent en France et qui font le travail sexuel en France. Donc en termes de recul de l'activité, cette loi n'a pas non plus un impact, évident. Voilà.